Bonjour Astrid Panosyan-Bouvet. Bonjour. Bonjour. Elle était attendue, très attendue. La fumée blanche du conclave sur les retraites n'est pas apparue. Malgré des négociations tardives hier soir, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Alors une opération de la dernière chance est prévue lundi. Mais Patrick Martin, le patron des patrons, lui-même a dit ce matin qu'il n'était pas sûr d'y aller. Donc s'il n'y a pas d'accord, c'est l'échec de la méthode Bayrou. La négo dans le dialogue social, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'itératif. Parfois ça se tend, mais quand ça se conclut, c'est du solide. Et c'est bien normal que sur des sujets aussi essentiels, eh bien d'abord les négociateurs consultent leurs instances. Ça c'est une première chose. C'est bien normal que plutôt que de se dire hier soir on arrête, on se donne un petit peu plus de temps pour notamment travailler sur ce qui fait encore discussion. Je pense notamment à la pénibilité, qui a été un sujet on va en parler, lourd, oui, bien sûr. et sur lequel je pense qu'il y a, à travers notamment Monsieur Marette, celui qui s'occupe de ces négociations, une voie de passage sans revenir à des dispositifs très lourds. Donc voilà, je pense que c'est normal de se donner. Non, ce que je dis simplement, c'est que quand il y a une conclusion d'un dialogue social, eh bien c'est du solide. C'est-à-dire que, et c'est normal de prendre son temps sur des sujets aussi essentiels que le retour à l'équilibre, faut quand même redire, le retour à l'équilibre d'un régime de répartition pour que vous, quand vous arriverez à l'âge de la retraite, vous puissiez bénéficier de pensions, et puis de corriger certaines injustices, je pense aux femmes ou à ceux qui nous écoutent et qui ont des carrières usantes. Sauf qu'à la conclusion, on n'y est pas encore. Vous le savez, Madame la Ministre, Maryse Léon de la CFDT dit que les partenaires sociaux n'ont pas besoin de quelques jours en fait de négociations supplémentaires. Elle dit tout simplement, le MEDEF bloque. Il y a un blocage du patronat. Est-ce que vous, c'est votre rôle de jouer les médiateurs dans ces cas-là? Alors, on a Monsieur Marette qui est médiateur. Moi, mon rôle avec le ministère du Travail, c'est d'instruire, de préparer les simulations pour que les négociations se passent au mieux. Voilà, mais c'est Monsieur Marette qui est en première ligne et nous qui alimentons en simulation pour savoir si les propositions qui sont faites de part et d'autre tiennent la route. D'abord, respectent le retour à l'équilibre et puis conviennent avec le chemin possible. Vous ne faites pas d'incitation d'un côté ou de l'autre? Moi, ce que je dis simplement, c'est que d'abord, je constate qu'il y a eu des avancées très notables, qu'il faut quand même, on voit toujours le verre à moitié plein dans notre pays malheureusement, mais très notable sur les femmes, sur aussi très notable en tout cas quand ils se sont vus hier sur les sujets de pénibilité. Mais des avancées, très notable. Pourquoi? Il n'y aura plus rien s'il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que aujourd'hui le MEDEF dit qu'il est prêt à remettre les sujets d'ergonomie, les sujets de port de charge qui concernent nos aides-soignantes, ceux qui travaillent dans les chantiers. C'est des sujets qui étaient difficilement mesurables, dans une logique de prévention beaucoup plus forte qu'avant. Mais sauf que pour la CFDT, aucun tabou sur le sujet de la capitalisation. Pour la CFDT, sur la mesure d'âge, c'est aussi quelque chose de quand même qu'il faudrait pouvoir noter. Donc voilà, maintenant je pense qu'il faut continuer à instruire parce que des voies de passage sont possibles. Pour la CFDT, l'important sur la question de la pénibilité, c'est pas seulement les mesures de prévention, ce sont les départs anticipés. Refus catégorique pour le moment du MEDEF qui préfère la mise en place avec l'autre organisation patronale présente dans ce conclave, la CPME, de points d'usure pour les personnes qui doivent porter des charges. Comment est-ce qu'on fait d'ici lundi pour résoudre ce différend ? Il y a plusieurs... Justement, c'est ce sur quoi ils sont en train de travailler. Je ne vais pas vous le dire comme ça à 8h30 sur France Info, mais il y a différentes pistes qui doivent encore être explorées pour pouvoir rapprocher les positions. D'abord parce qu'il faut quand même se dire que dans ce compte de prévention existait déjà de la réparation dans la réforme de 2023. Ça, c'est un premier point. Et puis, de voir comment, effectivement, on prend en compte d'abord dans la prévention pour que les gens ne soient pas cassés avant que ça n'arrive, et aussi pour voir éventuellement comment est-ce qu'on peut avancer sur le sujet. En 3 jours, on peut résoudre ce qu'on n'a pas réussi à résoudre en 3 mois ? Mais c'est maintenant qu'ont lieu les négociations. C'est maintenant qu'ont lieu les négociations. Il y a toujours le money time, comme on dit, tout à fait. Quand même sur la question de la pénibilité, parce que c'est le nœud de la discorde entre le patronat et les syndicats. Vous qui pouvez mettre de l'huile dans les rouages, quelle idée vous mettez sur la table ? Je les dirais, on a déjà commencé à échanger, et c'est pas ici que je le dirai, mais simplement... Et pourquoi vous voulez pas le dire ? Non, mais parce que...
dans le dialogue social, c'est d'abord aux négociateurs de travailler ensemble. Donc il y a des pistes qui sont explorées, je vous le dis encore une fois, sur la question de la réparation, sur ceux qui déjà en bénéficiaient, pour que ce ne soit pas un recul pour eux. Et puis encore une fois, il faut voir comment est-ce qu'on prend en compte effectivement ceux qui font face à des charges, à des lourdes charges et à tout ce qui est pénibilité ergonomique. Allons sur les points sur lesquels ils sont d'accord, parce qu'effectivement, il y a quelques points où ils sont d'accord, syndicats comme patronat. Un point sur le sort des mères de famille qui, on le rappelle, avec la réforme Borne, ont perdu leurs avantages liés à la maternité. Leur retraite, là, avec cet accord des partenaires sociaux, pourront être calculées sur 23 ou 24 années au lieu de 25. Ça, c'est clairement un progrès. Oui, alors moi je pense qu'il faut voir les choses de manière encore mouvante. Rien n'est fixe, mais je pense qu'effectivement il y a des progrès, notamment sur les femmes, pour que la durée sur laquelle on calcule le salaire de référence soit plus réduite pour que le salaire moyen augmente. Il y a également des réflexions sur les majorations de durée d'assurance. Ça, ce sont des choses qui sont des vrais progrès aujourd'hui pour corriger ce qui se cristallise toute une vie au travail pour beaucoup de femmes à travers des salaires plus bas et des carrières hachées. Tous sont d'accord aussi sur le refus de la proposition de dernière minute de François Bayrou de créer une prime pour inciter les salariés seniors à retarder leur départ à la retraite. Comment vous l'expliquez ? D'abord, on a un petit peu de mal à voir d'où sortait cette proposition et pourquoi elle était advenue maintenant. Écoutez, ça fait partie des propositions qui peuvent être faites ou instruites. Moi, je note encore une fois que ce sont les partenaires sociaux qui décident et d'un côté comme de l'autre de la table, visiblement, il a été décidé, en tout cas pour le moment, de ne pas retenir cette proposition. Vous êtes la ministre du Travail, vous savez que ça existe déjà. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà... Exactement, non, j'allais dire exactement, parce qu'on a d'abord... C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est pas tout à fait la même chose. Le cumul emploi-retraite. Il y a le cumul emploi-retraite où on est en retraite et on a un complément de salaire en reprenant une activité. Je pense que ce dispositif peut être encore un peu simplifié. C'est peut-être aussi l'objet des discussions aujourd'hui. Et puis, il y a l'avancée sur les retraites progressives qui ont été négociées en novembre dernier par les partenaires sociaux et qu'on est en train de transposer dans la loi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc clairement, le Premier ministre a proposé un truc qui existe déjà. Non, pas du tout. Parce que vous voyez, ce qu'il a proposé, ça ressemble beaucoup à ce que les Allemands dans la coalition vont mettre en place, c'est-à-dire de pouvoir, quand on arrive à taux plein, de pouvoir avoir un supplément, quelque part un supplément qui rémunère le maintien en activité. Voilà. Et ça, c'était chiffré ? Ça, c'était tout à fait. C'est des choses que nous avons chiffrées, que nous avons fournies aux partenaires sociaux. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Simplement. On vous reçoit ce matin. Oui, non, mais je ne m'exprimerai pas là-dessus parce que si ça a été écarté par les partenaires sociaux, ça a été écarté par les partenaires sociaux pour le moment. Ce que je dis simplement, et on l'oublie, c'est que la condition même pour qu'on ait un accord, c'est le retour à l'équilibre de toute façon. Donc, s'il y avait une quelconque proposition qui était retenue, il faut que de toute façon, on soit dans les purs de l'absorption du déficit prévu entre 6 et 7 milliards d'euros dans 5 ans. Continuons de parler de ce qui fait consensus, les carrières longues. Les partenaires sociaux sont d'accord pour raboter ce dispositif. Oui. Patronat comme syndicat estime qu'il est trop large, qui permet à des personnes ayant une bonne espérance de vie, des cadres par exemple, de bénéficier de ce système de carrière longue grâce par exemple à des jobs étudiants dans leur jeunesse. Vous êtes aligné avec ça ? Oui, je pense que ça fait partie des choses il y a eu des études qui sont d'ailleurs sorties l'année dernière et qui montraient que pour un homme, à moins d'avoir commencé à travailler avant 19 ans, pour les femmes, c'était un petit peu différent, mais l'espérance de vie est la même que si vous commencez à travailler à 22, 23, 24 ans. Donc, on a effectivement mis pas mal d'argent pour la réforme de 2023 qui ne se justifie pas parce que la clé c'est quand même l'espérance de vie et l'espérance de vie après on départ à la retraite. Alors question importante parce qu'on est dans un entre-deux. Ça permet tout simplement d'économiser pour pouvoir soit revenir à l'équilibre, soit financer des mesures de justice. Je pense aux femmes ou je pense au travail qui est actuellement instruit sur la pénibilité. Question importante Astrid Panosyan-Bouvet parce qu'on est dans un entre-deux. Si lundi soir il n'y avait pas d'accord, tous ces points de consensus dont on vient de parler, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Vous les mettrez en place, quoi qu'il arrive ? Ça, moi, je ne suis pas encore dans cet état d'esprit. Je suis vraiment avec le Premier ministre et avec les membres du gouvernement dans la confiance que les partenaires sociaux qui sont arrivés si loin jusqu'à présent peuvent effectivement parvenir à un accord et trouver les voies de compromis nécessaires. C'est absolument indispensable. Pourquoi c'est nécessaire ? Mais pardon, mais la question elle est importante. La question oui, mais pourquoi c'est nécessaire ? Oui, mais justement, moi je me mets dans cet état d'esprit qui est qu'on peut parvenir à un accord. Pourquoi ? D'abord, c'est parce qu'il faut qu'on mette cette question des retraites derrière nous.
derrière nous. Ça fait depuis 2 ans qu'on ne parle que de ça. On ne parle pas de ce fait de moins de pouvoir d'achat. On parle moins d'emploi, alors que le taux de chômage... Parce que c'est important, les retraites. Oui, la majorité on ne parle pas de compétitivité, on ne parle pas de décrochage de l'Europe. On ne parle pas de financement de la protection sociale, qui fait que la protection sociale est trop assise sur le travail, ce qui fait que vous avez tous un écart incroyable entre votre brut et votre net. Moi, on ne parle pas de formation, de compétences des jeunes. Mais moi, ce matin, on parle de cette réforme. C'est pour ça que moi, je me mets dans un état d'esprit qui est que je fais confiance aujourd'hui avec le Premier ministre et le gouvernement dans la capacité des partenaires sociaux à trouver les voies de compromis nécessaires. Mais encore une fois, une question qui a été en filigrane de toute cette négociation. Est-ce que lundi soir, quel que soit le résultat, échec ou accord, les 64 ans, ce sera un acquis définitif? Excusez-moi, le Premier ministre a été très clair hier. Il a été très clair hier devant l'Assemblée nationale. Il a dit, s'il y a accord, il sera soumis au Parlement. S'il n'y a pas accord, il ne remettra pas la réforme de 2023 en chantier. Il l'a dit dans ces termes-là, d'ailleurs. Ça veut dire que le patronat, parce que vous entendez ce que disait notamment hier Sophie Binet de la CGT, qui disait, en fait, dès le début, il y a eu le patronat et le gouvernement qui sont tapés dans les mains en disant voilà, de toute manière on ne va pas toucher aux 64 ans, donc tout est verrouillé. Je crois que Sophie Binet est mal placée pour parler de ce qui est en train de se passer au conclave, puisqu'elle a fait le choix de quitter dans les semaines qui ont suivi. Et donc moi je veux montrer que, en tout cas pour ceux qui sont autour de la table, ils ont envie que ça se conclue. Ce sont des gens de bonne volonté. Ils ont fait suffisamment de chemin jusqu'ici, ils ont pris suffisamment de risques jusqu'ici pour pouvoir avancer et trouver les bons compromis d'ici lundi. Toujours dans cette suite politique, si en cas d'accord, qu'est-ce que vous répondez au patronat qui s'inquiète que les parlementaires détricotent ce qu'ils ont décidé ? Après, on ne peut pas critiquer la réforme de 2023 en disant que ça manquait de dialogue social. Et puis ensuite, à partir du moment où il y a un accord qui est soumis aux parlementaires, de détricoter ce qui a été négocié. Donc je pense qu'il va falloir... Autour de la table, pendant ces quelques mois, vous avez eu des partenaires sociaux qui prennent leurs responsabilités. Il va falloir aussi que les parlementaires soient respectueux du dialogue social et prennent leurs responsabilités. Et on le voit aujourd'hui dans la transposition des accords seniors et chômage qui sont discutés au Sénat, où on a eu de très bonnes discussions et soit un soutien, soit de l'abstention, mais en aucun cas des votes contre. On va avoir l'occasion d'en parler avec vous, Astrid Panosyan-Bouvet. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h. Il est 8h46 et c'est l'heure du Fil Info avec Maureen Suignard. 16h à l'Elysée, un conseil de sécurité et de défense est organisé cet après-midi alors que les frappes entre l'Iran et Israël se poursuivent. L'armée israélienne dit avoir visé des sites de production de centrifugeurs d'uranium, des usines d'armement aussi. Hier soir, Donald Trump a exigé la capitulation sans condition de l'Iran, mais n'a pas annoncé d'entrée en guerre des États-Unis. Citroën demande l'immobilisation immédiate de toutes les C3 et DS3 équipées d'airbags Takata en Europe. Cela concerne 82 000 voitures en France. Ces airbags sont susceptibles d'exploser et de blesser parfois mortellement. Cette décision intervient après la mort d'une conductrice dans le département de la Marne la semaine dernière. Les titres restaurants pourront être utilisés pour des courses alimentaires au supermarché, même après 2027. Annonce du gouvernement alors que les restaurateurs s'y opposaient. Il acte aussi la future dématérialisation de ces titres restaurants. Tu nous as tant donné à l'OL, à l'équipe de France, à tous ceux qui ont eu la chance de te connaître. L'hommage de Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'OL, à Bernard Lacombe, l'ancien joueur et figure de l'Olympique lyonnais, est mort à 72 ans. Bernard Lacombe a aussi marqué 12 buts en 38 sélections en équipe de France. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Bracchia. Et toujours Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre déléguée au Travail et à l'Emploi. On se souvient que ce conclave était une des conditions du soutien du Parti socialiste au gouvernement, ou en tout cas de la non-censure, à défaut de soutien. Et on entre sans doute dans une nouvelle phase, puisque on a entendu le Parti socialiste hier à l'Assemblée, vous y faisiez allusion. Il n'est pas satisfait des résultats prévisible de ce conclave. Appartenez-vous à un gouvernement en sursis ?
Je vais répondre à votre question. Mais le 1er juillet, je vais aller en Allemagne avec les partenaires sociaux pour rencontrer, avec Catherine Vautrin, mon homologue du travail ainsi que les syndicats et patronats allemands. Et pour comparer en fait les cultures politiques, on a un parti social-démocrate allemand qui est respectueux de la parole des syndicats et respectueux du dialogue social, et on a, je le regrette aujourd'hui à travers les déclarations qui peuvent être faites ici et là, une potentielle remise en cause de ce qui pourrait être discuté et négocié par les partenaires sociaux. Donc je pense encore une fois, je rappelle simplement s'il y a un accord et on y travaille et on a confiance pour que ça ait lieu. Je rappelle simplement aux socialistes, aux sociodémocrates qu'il faut être aussi respectueux de ce qui peut être convenu entre les partenaires sociaux et notamment les principales centrales syndicales de notre pays. Mais les socialistes vous répondraient qu'il faut être respectueux aussi de ce qui a été dit entre les partis et le chef du gouvernement, François Bayrou. Ce conclave, c'était une sorte d'assurance-vie pour le gouvernement. Qu'est-ce qui a été dit ? Il a été dit qu'on remettait en chantier la question des retraites à la condition de revenir à l'équilibre en 2030. Il a été dit, et ça c'est vraiment aussi toute l'action de François Bayrou, de redonner la légitimité à la Cour des comptes pour faire un diagnostic indiscutable de la trajectoire financière qui est extrêmement préoccupante. Et ce qui a été dit, c'est que s'il y avait un accord, eh bien, il reviendrait au Parlement. Il a été dit le 15 janvier par le Premier ministre lors de son discours de politique générale que la question de l'âge était une question ouverte. En tout cas, cette question est restée ouverte ce jour-là. Et en cours de conclave, il a fermé la porte comme vous l'avez refait ce matin sur France Info. Non, je n'ai pas fermé la porte. Ah, vous avez dit que les 64 ans, quoi qu'il arrive, lundi prochain... Non. Alors, je me suis mal exprimée. Ce qu'il a dit, ce que le Premier ministre a dit, il ne croyait pas au retour aux 62 ans. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce que je dis simplement, c'est que dans les discussions qui ont lieu aujourd'hui, je vois que les questions sont autour plutôt de la pénibilité ou de ces thématiques-là. Mais encore une fois, ce qui a été dit, c'est que s'il y a un accord, on passe au Parlement, mais sinon, on ne remet pas en chantier cette réforme. C'est très clair. Donc, vous demandez aux socialistes de ne surtout pas toucher au texte qui va sortir. Je demande aux sociodémocrates... de ne pas ajouter la mesure de 64 ans, de ne pas toucher à cette mesure. Non, je demande aux sociodémocrates, d'accord, d'être... Parce que je sais qu'ils sont attachés au dialogue social, parce que je sais qu'ils sont attachés au respect des corps intermédiaires de notre pays, et en particulier à ceux qui représentent le monde du travail, d'être respectueux de ce qui aura pu être négocié en bonne intelligence, en responsabilité par les partenaires sociaux, tout simplement. La retraite par capitalisation, c'est un autre débat, alors qui ne fait pas partie de ce conclave, mais là aussi, il en a été question ces derniers jours, notamment avec des prises de position de Gérald Darmanin, votre collègue au gouvernement, Édouard Philippe également, qui rejoint le MEDEF là-dessus, qui en font tous la promotion. Est-ce que c'est inéluctable ? Alors, ça concerne déjà 15 millions de Français, la retraite par capitalisation, dont 5 millions de fonctionnaires. Donc c'est quelque chose qui existe déjà et qui est communément admis. Le problème, c'est que ça concerne pour la partie des salariés du secteur privé, essentiellement d'ailleurs les salariés des grandes entreprises. Est-ce qu'il faut l'encourager ? Donc c'est quelque chose qui existe. Et justement, un des acquis peut-être aussi de cette démarche qui a été entamée à l'initiative du Premier ministre depuis plusieurs mois, c'est de dépassionner le débat sur la capitalisation, d'en faire moins un tabou et de se dire que ça peut peut-être être un complément à l'image de ce qui existe dans d'autres pays européens, sachant que la base de la retraite en France doit rester naturellement le régime par répartition. Mais vous savez pourquoi c'est un tabou ? C'est-à-dire que même pour les plus modestes, mettre une petite partie en capitalisation, c'est-à-dire mettre les actifs sur les marchés financiers, c'est extrêmement dangereux pour eux. On l'a vu aux États-Unis ces derniers jours. Oui, mais c'est pour ça que ça doit rester. Avec Donald Trump. C'est pour ça que d'abord il y a des politiques prudentielles et d'investissement, mais c'est pour ça que si c'est
imaginer, d'ailleurs même aujourd'hui pour nos 15 millions de Français, c'est pas parce que c'est c'est pas le premier pilier, ce serait un pilier en complément au même titre que le complément Agirc-Arrco, et donc c'est quelque chose qui peut être en tout cas regardé sans qu'on monte dans les tours, et ça fait aussi partie des avancées. On a parlé de pénibilité et c'est important de parler du temps qu'il fait cette semaine. Il fait faire très chaud, il va faire jusqu'à 38 degrés dimanche prochain, 35 degrés aujourd'hui dans un certain nombre de régions. Astrid Panosyan-Bouvet, un décret renforce la protection des travailleurs du bâtiment, du BTP, mais à partir du 1er juillet seulement. Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Alors, d'abord, c'est un décret qui a été vu avec les fédérations du bâtiment, des travaux publics, pour justement permettre des arrêts, donner plus de moyens aussi de contrôle à l'inspection du travail. Je pense qu'on doit, tout en bonne intelligence, avant d'attendre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer le décret avant le 1er juillet, mais on a le droit aussi d'avoir la bonne dose de pragmatisme pour se dire que, passé certaines températures, il n'est pas raisonnable de faire travailler les gens sur les chantiers à l'extérieur. Il n'y a pas la possibilité d'avancer la mise en œuvre de ce décret. La mise en œuvre, si le décret, la publication est prévue au 1er juillet, je ne le pense pas, mais en tout cas, la mise en œuvre pragmatique peut être avancée en bonne intelligence avec les entreprises, les fédérations, naturellement. Avec des mesures de bon sens. Exactement. On a le droit d'avoir du bon sens. Astrid Panosyan-Bouvet, votre collègue au gouvernement, Gérald Darmanin, a déclaré la semaine dernière qu'il était pour diviser par 2 la durée d'indemnisation de l'assurance chômage, donc de 18 à 9 mois. Est-ce que c'est la position du gouvernement ? Non, c'est pas la position du gouvernement. Ça ferait de la France le pays le moins disant en termes de durée d'indemnisation. En général, on est autour de entre 12 et 15 mois, 12 et 18 mois. Donc, je pense que non. Je pense que c'est absolument pas la position du gouvernement. Aujourd'hui, sur l'assurance chômage, on est en train de transposer l'accord qui a été signé par les partenaires sociaux en novembre dernier, qui sert un petit peu les choses, mais qui permet aussi, il faut quand même le dire, en ayant plus d'économies, mais qui permet aussi de redonner un petit peu d'oxygène pour ceux qui sont, on appelle les primo-arrivants, qui sont en particulier les jeunes au moment de la remontée du chômage. Et je signale par ailleurs de cet accord, eh bien là on est en train de le transposer, donc dès promulgation de la loi. Dès promulgation de la loi, donc j'espère début juillet. Voilà. Un point important aussi sur l'assurance chômage, c'est tout le travail que nous menons aujourd'hui au niveau européen pour réformer l'assurance chômage des transfrontaliers qui, depuis une dizaine d'années, nous coûte 800 millions d'euros par an au niveau de déficit de l'assurance chômage. Et donc, c'est aussi en réglant ce genre de choses qu'on pourra aussi assurer une forme de pérennité de l'assurance chômage en France. Sur les seniors, ce qu'on remarque à chaque fois dans les chiffres, c'est que plus l'âge augmente, plus le taux de chômage progresse aussi. Seulement 5 personnes sur 10 sont en emploi à 61 ans. Trop vieux pour travailler, mais trop jeunes pour partir à la retraite. On fait comment ? C'est ça le paradoxe français. On est trop vieux pour travailler et puis on est trop jeune et pas avoir assez d'expérience. Donc on cumule les taux d'activité les plus bas chez les jeunes et chez les personnes de plus de 55 ans. On a amélioré quand même le taux d'activité entre 55 ans et 59 ans. Maintenant on est dans la moyenne européenne. Le vrai sujet c'est la chute à partir de 60 ans. D'où à la fois les accords qui ont été signés, qu'on transpose et ce qu'on est en train de faire au niveau du changement des pratiques avec les entreprises. C'est d'abord un contrat senior pour faciliter les recrutements des personnes de plus de 60 ans. Ça a été négocié, voilà. Parce que une personne qui est au chômage, qui a plus de 60 ans, elle a 55 ans, elle a 2 fois plus de durée de chômage qu'une personne qui est plus jeune. C'est aussi, là on est en plein discussion, des entretiens à mi-carrière pour faire le point compétences et santé, précisément pour pouvoir envisager de bifurquer vers d'autres métiers quand ils sont usants. Mais comment vous expliquez qu'on fasse beaucoup moins bien que les autres pays ? Vous dites il faut changer les mentalités. Mais Oui, alors c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais c'est vrai et c'est pour ça qu'on a lancé une campagne de communication. La communication ne fait pas tout, mais il y a quand même des regards à déconstruire sur le fait que quand on a plus de 50 ans dans notre pays, on se dit oh là là, on est usé, on ne s'adapte pas, on ne va pas pouvoir être fiable, etc. Alors que c'est précisément
l'inverse. Quand on a de l'expérience, on a de la bouteille, on a un toucher de balle, on sait gérer le stress, on est fiable et on sait avancer. Donc ça, c'est aussi changer les regards, changer les pratiques, valoriser les entreprises qui de plus en plus s'intéressent à cette question. Et c'est tout l'objet de ce qu'on fait en région, et notamment avec les organisations patronales, l'Association nationale des DRH et toutes les boîtes qui aujourd'hui s'engagent sur cette question. Une dernière question sur le budget, parce qu'il faut trouver 40 milliards d'euros d'économies pour l'année prochaine. Ces dernières semaines, plusieurs pistes ont été évoquées par le gouvernement, notamment la baisse du nombre de postes de fonctionnaires. Écoutez ce qu'en dit Sophie Binet de la CGT. Elle est à votre place hier. Allez le demander dans un hôpital, dans une école ou dans une université. Au contraire, on a des secteurs entiers qui sont sous-dotés et en grande difficulté. Notamment, il y a des milliers d'élèves qui n'ont pas d'enseignants ou d'enseignantes en phase 2 parce que des milliers d'enseignants ne sont pas remplacés à cause des suppressions de postes décidées sous l'ère de Nicolas Sarkozy. Il y a besoin de plus de recrutement dans un certain nombre de secteurs clés. Il y a besoin de plus de moyens pour le service public. Alors, il y a trop de fonctionnaires ou pas? Mais c'est vous qui avez posé la question sur une réallocation. Oui. Moi, je pense qu'il y a besoin d'avoir une approche d'ensemble, et c'est précisément ce que le Premier ministre va faire mi-juillet, parce que si on est sur un point, un autre point, ça ne marche pas. Donc il faut montrer que l'effort, il est réparti sur l'ensemble. Mais c'est vrai que sur la question, effectivement, des fonctionnaires, il y a besoin d'avoir, dans certains secteurs, effectivement, plus de personnes en première ligne, parce qu'on a aujourd'hui des agents qui s'épuisent. Je pense notamment au secteur hospitalier. Je n'étais pas plus tard que ce week-end dans un hôpital et j'ai pu le voir par moi-même. Et puis d'autres où il faut réfléchir, tout simplement. On a le droit d'avoir du bon sens et du pragmatisme. Et en tout cas, ce sera de sa partie des annonces du Premier ministre le mi-juillet. Astrid Panosyan-Bouvet, ministre déléguée au Travail et à l'Emploi, invitée de France Info ce matin. Dans un instant, les informés, Renaud Dely et Salia Braclia.